que le travail des femmes est aujourd'hui libre, sauf interdiction. Également, les conditions de travail de femmes sont plus protecteurs que les maladies non professionnelles. Et là, on peut dire que l'approche de l'accident de travail avec la nouvelle loi au Maroc sur les accidents de travail, il a élargi la notion d'accident de travail pour prendre en compte la réparation d'un nombre important des accidents de travail. La même chose aussi est adoptée cette fois-ci par la jurisprudence française qui retient une interprétation aussi large des critères de la notion de l'accident, puisqu'il admet par exemple qu'un salarié en arrêt de maladie pour dépression soudaine suite à une évaluation annuelle, même si la dépression se prolonge dans la durée, le caractère soudain a été reconnu en l'espèce. De même, un salarié qui tente de se suicider à son domicile en raison d'un harcèlement moral dont il a été victime ou d'un stress généré par le travail peut invoquer les règles sur les accidents de travail. En effet, même s'il n'est pas sous la subordination directe de son employeur au moment de l'accident, ce dernier est survenu du fait du travail, car l'employeur, conscient du danger, n'avait rien fait pour éviter la tentative et avait donc commis une faute inexcusable. Donc vraiment, c'est une décision originale. Ainsi, s'il peut être considéré comme un accident de travail par la jurisprudence française. Qu'en est-il pour la maladie à caractère professionnel? Là aussi, par exemple au Maroc, il y a des tableaux qui sont déjà établis par le ministère de l'Emploi. Donc chaque fois, il est actualisé. Mais la Cour de cassation marocaine a eu le courage de se prononcer sur certaines affaires en disant que les maladies professionnelles ne se limitent pas à celles indiquées dans les tableaux. Donc il peut être découvert d'autres maladies qui ne sont pas indiquées dans les tableaux. Et les juridictions inférieures ont suivi ces décisions de la cassation. Par exemple, en France, il a été résolu cette question de est-ce que la maladie doit figurer dans le tableau ou non. La loi française de 93, une maladie peut être qualifiée de professionnelle en dehors des cas prévus par la liste officielle. Alors, maintenant on passe à la question de la santé mentale des femmes au travail. Si le travail est bon pour la santé mentale, mais il y a parfois des conditions négatives qui peuvent entraîner des problèmes de santé au niveau physique et mental. Alors, sur le plan juridique, le droit social marocain ne comprend pas de dispositions sur les risques dits psychosociaux, proprement dit provoqués par le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. C'est vrai que le Code du Maroc prévoit le harcèlement sexuel, mais uniquement comme faute de l'employeur, susceptible d'un emprisonnement d'1 à 2 ans et d'une amende de 5 000 à 50 000. Mais le problème qui se pose dans la pratique, c'est que la femme, il est difficile de prouver cet agissement dans la justice. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas donc faire des voies de recours pour faire cesser ces agissements délictueux. Et c'est la raison pour laquelle que l'Association démocratique des femmes du Maroc a bien revendiqué l'urgence de l'adoption d'une définition d'abord claire de la notion de harcèlement sexuel et de renforcer aussi la sanction. Par exemple, en France, c'est plus de 2 ans, au Maroc, c'est 1 an jusqu'à 2 ans. Et aussi, pourquoi pas s'inspirer des pratiques mises ailleurs en les adaptant au milieu de travail. Qu'en est-il pour l'harcèlement moral? Le droit marocain, le droit social marocain est hermétique sur cette question. Il est silencieux sur certains agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet une dégradation des conditions de travail. Le droit, par exemple le droit comparé français, impose au chef d'entreprise une obligation générale de sécurité et l'employé par exemple doit porter à la connaissance des salariés
de la sanction telle qu'elle est prévue par le code pénal dans le règlement intérieur. Dans cette matière, la jurisprudence a été vraiment abondante, la jurisprudence française, parce qu'il y a beaucoup de faits qui se sont illustrés et qui s'apparentent à un manquement de l'employeur de son obligation de sécurité. Il s'agit par exemple de l'isolement, de méthodes relationnelles, persécution, surveillance, des communications, attaques au poste. Et là même, par exemple, en date de 2016, il a été jugé par la Cour de cassation que le retard dans le paiement du salaire est un élément susceptible de constituer un acte d'harcèlement. Et bien sûr, la situation étant étudiée selon les causes et les circonstances de retard. Donc nous recommandons à notre gouvernement et à notre législateur de s'intéresser à cette thématique, la santé mentale des femmes au travail, de s'inspirer, par exemple, du droit comparé comme celui français et l'autre, et du travail aussi qui est accompli aujourd'hui par l'OMS avec l'OET pour élaborer les lignes directrices sur la santé mentale au travail. Ces lignes directrices porteront sur les mesures nécessaires pour prévenir et prendre en charge les affections mentales. Maintenant, quelles sont les prestations servies? On a dit au début qu'il faut, pour le socle de protection sociale, il faut au moins 4 garanties normalement, mais je me suis limitée uniquement à 2 garanties, à savoir l'accès aux soins et avoir un revenu suffisant en cas de maladie. Alors, les règles ici au Maroc trouvent leur origine dans la loi sur la couverture médicale, l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, complétée par le RAMED. Ces règles demeurent fondées sur une distinction. Alors, on est arrivé au point. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour. Que fait la protection sociale ou bien ces lois pour accorder un revenu en cas de maladie, de maternité, maladie professionnelle ou accident de travail? La première remarque, c'est que ces règles sont fondées sur une distinction. On a un éclatement des régimes au niveau de la protection sociale. Le régime prévu par la CNSS, le régime prévu par les mutuelles, les régimes prévus par les régimes complémentaires. Donc il y a un régime éclaté. En cas d'incapacité, le fonctionnaire, par exemple, bénéficie de la conservation du plein traitement dans les 14 semaines. Pour la femme salariée relevée de la CNSS, elle bénéficie, doit justifier de 54 jours de cotisation pendant les 10 mois d'immatriculation. Bien sûr, les indemnités journalières qui remplacent la rémunération pendant le congé de maternité sont limitées au plafond de la sécurité sociale, alors que l'employeur verse un salaire complet pendant les périodes de congés payés. Donc, en conséquence, les salariés qui perçoivent une indemnisation pendant le congé de maternité subissent souvent un préjudice économique. Encore pire, dans le cadre du CDD, du contrat à durée déterminée, lorsque le travail de la femme salariée en couche arrive à terme, elle ne bénéficie d'aucune indemnisation. En droit comparé français, la grossesse et le CDD sont parfaitement conciliables. Une salariée en CDD bénéficie des mêmes droits et des mêmes garanties qu'une salariée en CDI, à condition bien sûr d'informer l'employeur. En conclusion, le droit social, il me semble qu'il est lacunaire, ineffectif en matière de santé des femmes, ne prend pas en compte les nouvelles transformations des conditions de travail qui impactent la santé des femmes et des salariés. Quant à la prise en charge de la maternité et les autres risques affectant la santé des femmes, le droit de la protection sociale, il est fondé sur la contribution financière des assurés, ne permet pas de prendre en compte toutes les femmes travailleuses. Certains salariés font l'objet d'une protection dont ne bénéficient pas les autres. Il y a donc des degrés de vulnérabilité en ce sens que certaines personnes seraient dans une situation de vulnérabilité plus grande
que la seule subordination des salariés. Demeurent exclus de la garantie des soins et du revenu plusieurs catégories socio-professionnelles. Les salariés nus du CDD, les salariés du secteur artisanal, du secteur agricole, les travailleuses domestiques et les femmes qui ne disposent d'aucun revenu et celles qui travaillent dans le secteur informel. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame Nadir. Vous avez bien voulu mettre le point sur, à travers votre présentation sur la protection de la femme au droit social marocain. À travers, vous avez essayé d'illustrer notamment la question de l'égalité entre l'homme et la femme en termes de sécurité au travail. Le droit social aussi, vous avez mis le droit social à l'épreuve des droits des femmes en citant notamment la question de la maternité, la question de l'absence d'infrastructure et aussi de congé maternité. Aussi, vous avez parlé des questions des exceptions au licenciement de la femme en situation de vulnérabilité, notamment la grossesse, et aussi la liste des travaux interdits aux femmes et l'élargissement de la nouvelle loi sur les accidents au travail. Également, vous avez mis en lumière quelques cas de la jurisprudence sur la qualification des accidents du travail et en deuxième lieu, au deuxième point d'intervention sur la situation de la santé mentale des femmes au travail et la question de la difficulté ou l'élément de preuve en matière d'harcèlement sexuel et moral. Et aussi, vous avez recommandé, j'ai retenu 2 recommandations sur la nécessité d'une santé mentale des femmes au travail et l'élaboration d'une ligne directrice. Et aussi, vous avez parlé de l'éclatement du régime de la protection sociale d'une manière générale et enfin la question de la discrimination en matière de traitement de la femme entre le secteur privé et le secteur public. Je voulais juste ajouter que peut-être un point d'amélioration peut-être avec quelques réformes législatives ici au Maroc. Je cite notamment la question de la loi 103-13 sur la violence à l'égard des femmes et qui incrimine un certain nombre de traitements basés sur le genre, notamment la question de l'incriminalisation de la violence sexuelle et morale, et aussi le mariage forcé, ainsi que d'autres incriminations sur cette question. Aussi la loi sur la traite des êtres humains, entrée en vigueur en 2016, qui double les peines à l'encontre des auteurs de la traite des êtres humains lorsqu'il s'agit des femmes ou des enfants en situation de vulnérabilité. Je vous remercie pour votre intervention et je donne la parole à notre troisième intervenante, Madame Tiffane Karamboul, prise de décision chez les personnes vulnérables, codécision et identité des migrantes et leurs enfants. À vous la parole. Bonjour, vous m'entendez? Voilà. Alors, le titre a un tout petit peu changé. J'ai essayé de raccourcir le titre de la féminisation de la migration qui sera abordée aujourd'hui. Je remercie tout le monde pour l'accueil extraordinairement chaleureux qu'on a. Et puis surtout, Madame Eva Medina qui nous a permis d'être là aujourd'hui. J'ai beaucoup trop de diapositives pour le temps de parole, alors je vais vraiment aller à l'essentiel et puis vous me permettrez, si je saute quelques diapositives, et puis bien sûr vous pouvez m'interrompre s'il y a des questions. Le contexte, c'est la migration. Donc la migration, c'est une très ancienne histoire, on n'aura pas le temps de faire l'historique des migrations. C'est aussi un enjeu à venir qui est très très important en matière de santé publique. Et puis, au niveau de la quantification, comme vous voyez, il s'agit de dizaines de millions de personnes migrantes. Si vous regardez la carte vers la gauche, on peut voir un petit peu ces flux migratoires énormes actuels, en vert les pays d'arrivée et puis en orange les zones de départ. Les grands mouvements migratoires, ils ont été étudiés par Madame Catherine de Vittel de Venden, c'est une politologue et scientologue française qui s'est vraiment spécialisée dans la migration. Elle les a un petit peu qualifiés comme suit. Donc il y a la migration de remplacement qui est là pour des enjeux démographiques, donc avec l'inversion de la pyramide des âges, la politique de sélection des sexes dans certains pays. Les rangs de vieillesse qui deviennent de plus en plus nombreuses par rapport au nombre de jeunes personnes entrées en Europe.
Il y a la migration climatique qui va être un des gros enjeux futurs, d'une part en raison du réchauffement climatique, de la hausse du niveau de la mer, de la désertification, et puis de certaines zones de conflit qui font que les ressources naturelles vont être malheureusement épuisées. Il y a ensuite les migrations à visée humanitaire, qui sont des migrations avec des sortes d'idées migratoires, un petit peu d'Eldorado migratoire, qui viennent suite à la circulation d'informations, d'éducation. Et puis, il y a les migrations forcées, qui sont les migrations qui vont nous concerner essentiellement cette semaine, et qui sont les migrations qui sont dues aux conflits internes et aux conflits internationaux, essentiellement Proche-Moyen-Orient, zone israélo-palestinienne et puis Somalie. Et dans cette migration-là, il y a toute une migration actuelle qui est secondaire à la violence faite aux femmes et aux enfants. Après, il y a des migrations un petit peu plus idéalistes, comme la circulation comme mode de vie, et puis le modèle de vivre ensemble, on va un peu les aborder. Les migrations forcées, elles aboutissent à la définition d'un réfugié. Donc un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit son pays pour être persécuté pour différentes raisons. On n'aura pas tellement le temps d'aborder les conventions de protection des réfugiés, mais en tout cas en Suisse et en Europe, on peut faire une sorte de classification de ces droits de protection. J'ai mis ce tableau qui existe, en tout cas chez nous en Suisse, je pense que c'est un peu similaire en Europe. C'est dû aux procédures Dublin qui permettent de réguler ceci. Et puis ce qu'on peut voir, c'est qu'à gauche, on a les requérants d'asile qui sont reconnus comme réfugiés et qui ont passablement de droits, en tout cas en Suisse. Au milieu, on a toutes les personnes qui ne sont pas reconnues comme réfugiés, qui sont les débutés d'asile et les personnes sans papier, qui n'ont quasiment pas de droits, qui doivent être expulsés du territoire, qui ont notamment peu ou pas de droit à la santé. En Suisse, tout le monde a droit à des soins d'urgence. Et puis, dans la troisième colonne, on a les mineurs non accompagnés, qui sont très protégés jusqu'à 18 ans. Et puis, à 18 ans et un jour, tous les droits de ces mineurs non accompagnés sont diminués et s'arrêtent, ce qui aboutit aussi à beaucoup de précarité. Alors, juste mentionner peut-être les types de soins de santé. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez allumer le micro? Ah, ça marche comme ça? Ah, vous ne m'avez pas entendu jusqu'à maintenant? Oui, voilà. Juste peut-être parce qu'on est des soignants, des gens de la santé publique, j'ai voulu faire cette petite diapositive sur les soins que peuvent offrir certains États. C'est très variable entre les États. Et les soignants doivent connaître ce type de soins parce que ça fait partie un peu aussi des droits des patients. Il y a les soins d'urgence qui sont une mesure vitale quand il y a une maladie grave, que la plupart des États européens en tout cas offrent. Il y a les soins de santé primaires qui sont les traitements des maladies. Et puis, il y a les soins de santé spécifiques qui sont des soins spécialisés. La plupart des pays européens offrent uniquement les soins d'urgence. Les femmes migrantes, alors, je passe directement au vif sujet de la présentation. J'aimerais, via cette présentation, faire circuler en tout cas 4 ou 5 messages. La première chose, c'est que j'aimerais un petit peu vous donner des idées de l'historique de la migration féminine. Deuxièmement, du changement de visage de la migration féminine de ces dernières années. Troisièmement, des problèmes en santé publique qui résultent de la migration féminine des femmes vulnérables. Et puis, évidemment, en dernier, les défis qu'on a à relever en matière de santé publique et les solutions qui commencent à se mettre en place. Comme le dit l'ONU, les femmes en situation irrégulière migrantes sont considérées, selon eux, comme les populations les plus vulnérables au monde. En premier lieu, juste une diapositive sur la difficulté de l'état des lieux. En lisant tous ces ouvrages, en tout cas, je me suis aperçue que
c'est difficile d'avoir un chiffre par rapport au nombre de femmes migrantes. Ce qu'on peut dire, c'est que probablement elles sont sous-estimées en matière de nombre. D'une part, parce que jusqu'à présent, il y avait très peu d'études qui étaient faites sur les femmes migrantes en santé publique. Et d'autre part, parce qu'on a aussi probablement remarqué qu'il y avait moins d'agressivité des mesures restrictives en matière de législation relative à l'immigration chez les femmes que chez les hommes. Donc possiblement des femmes qui ne sont pas quantifiées à ce niveau-là. Ça donne des choses un peu bizarres sur cet écran, mais c'est pas grave. Donc l'historique de la migration féminine, jusqu'à présent, deux mouvements importants de cette migration féminine. Le premier mouvement, on peut l'attribuer, en tout cas en Europe, au regroupement familial. Le regroupement familial, c'est un droit positif qui existe depuis 1880, qui a découlé de la volonté des familles de se réunir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a longtemps été soutenu en Europe et notamment en France par les pouvoirs publics parce que ça aboutissait à une main-d'œuvre économique très intéressante. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a eu malheureusement, en France en tout cas, un traitement d'exception qui a été fait aux Français musulmans d'Algérie dans le mauvais sens, où la main-d'œuvre algérienne a été très intéressante, mais malheureusement a fait l'objet de répression, de surveillance et pratiques administratives spécifiques et d'une opinion publique très défavorable. Donc vraiment un élément très négatif dans l'histoire du regroupement familial. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que le regroupement familial a abouti aussi un peu à une stigmatisation de la femme migrante qui jusqu'à présent était alors une femme plutôt accompagnatrice de l'homme qu'elle suivait dans le cadre du regroupement familial. Deuxième mouvement, c'est le début sur le plan international de l'immigration des femmes seules. Ça, depuis 1950 à peu près. Et puis, les premiers secteurs d'emploi de ces femmes qui ont migré seules, ça a été les secteurs domestiques, on les a appelés la niche domestique, et puis ça a été les secteurs du soin ou du care, ça veut dire par exemple les auxiliaires de soins. Plus tard, pendant l'apparition de la globalisation, on a d'autres secteurs d'emploi de la femme qui sont liés au-dessous de la globalisation, ça veut dire le trafic de femmes à des fins d'exploitation sexuelle, notamment dans le domaine du spectacle, qui en fait portait le joli nom de domaine du spectacle et qui représentait beaucoup l'exploitation sexuelle des femmes. Tout ça pour dire que ces deux grands mouvements migratoires, jusqu'à présent, ça a beaucoup rendu la femme vulnérable. La première parce qu'elle n'était jamais intégrée vraiment, puisqu'elle était toujours associée à son mari et puis qu'on ne la voyait pas comme une personne qui nécessitait une nécessité, une intégration. Et puis la deuxième parce que c'est des femmes qui migraient seules, qui étaient en général clandestines et qui donc avaient peu ou pas de droits de protection. En 1990 et l'année 2000, on a un changement de la migration, en tout cas un changement quantitatif et qualitatif de la migration. Quantitatif parce que d'une part, il y a la naissance du mouvement de libération de la femme qui aboutit à l'autonomisation, qui aboutit à la rupture du système patriarcal, qui aboutit à la conscientisation aussi de la violence faite aux femmes. Et puis, il y a l'apparition de viols comme armes de guerre, faisant que les femmes commencent en effet à quitter leur pays pour cette raison. Un aspect, un changement qualitatif aussi, qui est dû en fait à l'apparition de travaux en santé publique sur la femme migrante, au changement de vision stéréotypée de la femme migrante, et puis surtout à l'apparition de prises de parole et de collectifs des femmes migrantes qui souvent s'associent aux femmes indigènes. Ça donne lieu à un changement et quantitatif et qualitatif de la migration des femmes. Dans ce colloque cette semaine, on parle surtout des femmes
forcées. Donc ce n'est pas évidemment les mêmes problèmes de santé que les migrations choisies à titre plus intellectuel. Et puis j'aimerais aborder juste ces problèmes qui vont être très abordés la semaine. Alors je les mentionne juste sur une diapositive. Je crois qu'il y a des grands spécialistes qui vont mieux parler de ces problématiques que moi durant la semaine. On peut dire que ces problématiques, elles sont quand même liées aux problématiques des pays d'origine, aux problématiques liées au périple. Le périple pour une femme migrante est parfois extraordinairement difficile. Et puis aux problématiques dans les pays d'accueil. Ça donne lieu à des grands chapitres que je ne vais pas aborder maintenant, mais évidemment à la violence faite aux femmes, au trafic d'humains, aux mutilations génitales et aux problématiques d'interruption volontaire de grossesse. Les facteurs limitant l'accès aux soins, je crois que c'est important qu'on puisse faire un petit point dessus, puisqu'on est tous des gens qui ont à cœur d'améliorer l'accès aux soins des femmes. Je les ai un petit peu répartis en divers chapitres, mais les premiers sont liés au principe de migration et au système, donc ça peut, pour l'instant, nous, en tout cas, j'ai l'impression, peut les influencer. D'autres sont liés aux personnes migrantes elles-mêmes. Un facteur très important, c'est la crainte d'être identifié si on est en situation irrégulière, et donc le fait qu'on ne va pas aller consulter les systèmes de soins. Le manque d'éducation sur le recours au système de soins. Dans certains pays, les femmes n'ont pas l'habitude d'avoir recours au système de soins, elles ne vont pas avoir cette idée quand elles sont malades. La non-gratuité des soins dans certains pays, ça c'est un obstacle majeur, mais on ne va malheureusement pas moins en débattre. Et puis, il y a les facteurs qui dépendent des soignants. Et je pense que dans ces facteurs, il y a beaucoup d'objectifs futurs qui sont la formation transculturelle des soignants pour pouvoir dialoguer avec les personnes migrantes. Dans ces facteurs, j'ai choisi de vous parler un tout petit peu plus du phénomène d'acculturation comme outil de soins et comme problématique principale. Donc le soin comme outil d'acculturation, juste pour faire une petite définition rapide de l'acculturation, c'est quand deux groupes d'ethnies différentes ont des modèles culturels et qu'ils vont commencer à s'adapter l'un l'autre en se confrontant aux groupes avec lesquels ils vivent. C'est un peu l'inverse du multiculturalisme où on essaye de faire coexister toutes les valeurs de chacun. L'acculturation, c'est un peu vécu comme une étape, enfin comme un processus de deuil. On n'aura pas tellement le temps, malheureusement, de parler de toutes les étapes d'acculturation, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, il y a vraiment au début une nécessité d'adaptation, et puis que le processus d'acculturation, il peut plus ou moins être complet en fonction des ressources de la personne, et il peut aboutir à une intégration plus ou moins partielle. Madame Sylvie Gradel, qui est une auteure québécoise, qui s'est formée en santé publique, elle décrit extrêmement bien ce processus. Elle dit que l'acculturation, finalement, c'est un stress majeur pour les migrants, et que plus la personne résiste à l'acculturation, plus elle développe du stress, plus elle développe des problèmes de santé. Les conséquences de l'acculturation en matière de soins, elles sont importantes. On peut s'imaginer qu'elles donnent lieu à la création de problèmes de santé. Typiquement, l'autorité parentale dans certains pays peut être vue comme maltraitance chez nous, par exemple. Les concepts de santé peuvent être très différents. Une personne en bonne santé au Vietnam se définira très différemment, par exemple, de moi en bonne santé. Il y a les pièges de l'ethnicité avec tous les raccourcis de lecture des problématiques de santé. Il y a eu par exemple longtemps cette association de la communauté haïtienne avec l'infection HIV. Il y avait un biais, on était haïtiens donc on avait un HIV. Il y a les problématiques identitaires. Ça veut dire que certaines populations, elles ont des facteurs de risque pour certaines maladies. Ça c'est sûr, mais ce n'est pas parce qu'on est de cette population qu'on ait ce facteur de risque-là.
Le biais de communication, ça c'est très important, ça veut dire le soignant il peut être convaincu d'un problème spécifique lié au groupe et complètement passer à côté de la problématique de la personne qui est en face de lui. La marginalisation, elle est due finalement au risque de discrimination qui peut être donné par le... je vais terminer bientôt mon acte qui peut être dû à l'autoritarisme du médecin, du soignant, de l'infirmière. Il faut faire très très attention à ça, et puis aussi au concept, au non-respect des concepts, notamment en matière d'autorité de santé. En Europe, on a des autorités de santé qui ne sont pas du tout forcément les mêmes que par exemple en Afrique noire, qui n'est pas forcément le médecin, mais plutôt parfois des sorciers vaudous, et ça c'est vrai qu'il faut y faire très attention. Alors, j'aimerais juste faire encore 2 diapositives. Les pistes pour relever ces défis de santé publique, je pense qu'il y en a beaucoup. Moi, je voulais juste insister, puisqu'on parle ici des femmes, sur la promotion de la participation de la communauté féminine dans l'accès et l'administration des soins. Ce mouvement, il est né en Amérique du Nord. Et puis, en fait, le principe, c'est qu'il puisse y avoir des partenariats entre les structures de soins, les organisations internationales et les représentants de la communauté, que ces personnes puissent se réunir, qu'elles puissent mettre en commun des réflexions, et puis qu'elles puissent, à partir de ça, diffuser des connaissances, des résultats et des interventions requises, et puis que ces communautés aient un rôle majeur dans la validation des mesures en santé prises. Les rôles futurs, on pourrait s'imaginer par exemple que dans la promotion de la santé, qui est très dépendante des cultures et des représentations, le leadership soit effectué par des personnes représentantes de la communauté. On pourrait aussi se dire que ces femmes vont permettre de former elles-mêmes à la transculturalité, et puis même peut-être on pourrait se dire qu'elles pourraient être le lieu d'insertion de programmes de formation en compétences d'urgence et en matière par exemple de compétences obstétricales. Voilà, je pense que le take-home message, c'est de se dire qu'il y a peut-être un empowerment des communautés en matière de soins qui peut aboutir à beaucoup de choses très positives, et puis que cet aspect participatif, il pourra même augmenter l'accès aux soins de tous les migrants, et puis sans distinction de genre. Voilà, je remercie tout le monde. Christian derrière qui saura pourquoi je le remercie. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette brillante présentation sur la question de la féminisation de la migration, même si la question de la féminisation remonte aussi au longtemps en parallèle avec la migration de l'homme. Vous avez mis le point sur les nouveaux mouvements migratoires, quelques statistiques sur le nombre de femmes migrantes et aussi des hommes, les modes de migration d'aujourd'hui. Même si peut-être je ne suis pas d'accord avec vous quant à la définition de la migration par rapport au conflit, ça rentre dans le cadre de l'asile et des demandeurs d'asile pour les réfugiés, non pas dans le cadre de la migration. Et vous avez cité pour les souffrances par rapport à l'accès des migrantes aux soins, notamment cet accès qui est limité seulement aux soins d'urgence, et aussi l'historique de la féminisation avant de séparer sur la question de la santé des femmes migrantes et les facteurs limitant l'accès des femmes migrantes aux soins qui sont la peur, la manque de sensibilisation, la non-gratuité des services et cette très bonne clarification conceptuelle entre multiculturalisme et l'acculturation et le multiculturalisme. J'aimerais juste enfin parler un petit peu de l'expérience marocaine en termes de la migration, si vous voulez bien, juste par rapport à cette question d'accès aux soins. En 2013, Sa Majesté le Roi a lancé une nouvelle politique migratoire qui s'est
soldée par la régularisation de la situation administrative de tous les migrants et les migrantes, avec bien sûr des conditions d'éligibilité pour les migrants hommes et sans condition pour les femmes et les enfants, avec bien sûr l'accès aux soins, notamment avant la régularisation, l'accès des femmes même en situation irrégulière, en état irrégulière, l'accès aux soins d'urgence, le suivi de la grossesse et l'accouchement et les maladies liées à la santé publique. Mais après la régularisation de la situation des femmes, ces femmes migrantes peuvent bénéficier à titre égal avec les citoyens marocains des mêmes titres d'assistance médicale ou bien des régimes d'assistance médicale et aussi l'intégration des enfants migrants dans les écoles publiques marocaines. Je vous remercie infiniment de cette présentation et je donne la parole à notre dernière intervenante, Madame Opa, qui va nous parler de l'expérience italienne en matière d'accès des migrantes aux droits aux biens et soins. À vous la parole, Madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'invitation de participer au colloque Santé Droit International. Ma communication se réfère à l'accès aux soins de santé des femmes migrantes dans la région de Lombardie, Italie. Ça fait partie d'un travail, d'un projet commun avec le ministère de Santé, l'Université de Pavia, Italie. Ça va? Ça va? C'est bon? L'objectif de la communication, c'est de présenter la distribution de populations étrangères par âge et sexe en Lombardie, Italie, de décrire l'accès aux soins en Lombardie, d'étudier les raisons principales d'hospitalisation par citoyenneté des femmes d'âge fertile. En Italie, le Service national de santé est un système public qui vise à garantir l'accès universel aux soins de santé à travers le pays. Les autorités de santé locales sont responsables de l'offre de soins de santé au niveau local. L'accès aux soins de santé se réfère à la facilité avec laquelle un individu peut obtenir des services médicaux. Les facteurs sociaux, culturels, économiques et géographiques influencent les soins de santé. Les femmes migrantes en Italie peuvent être avec ou sans document. Les femmes migrantes sans document n'ont pas le droit de s'enregistrer dans le service national de santé. Dans ce cas, un point d'entrée dans le service national de santé et le service de conseil de la famille, qui s'appelle en italien consultorio familiare, et Lombardie est la région avec le plus grand nombre de migrants du pays, plus d'1 million, en conformité avec l'Institut national de santé. La population étrangère en Italie, donc il y a 5 234 personnes, représente 8,7% de la population résidentielle et en Lombardie, 22% de la population étrangère totale, représente 11,5% de la population résidentielle. Et j'ai ajouté le taux de fertilité je fais la comparaison entre les femmes italiennes et les femmes migrantes. Et on voit la différence, les femmes italiennes, le taux de fertilité 1,29 et pour les femmes migrantes 2,17. Comme on a vu lors de la communication, le flux de migration récente est appelé la féminisation de la migration. Comme matériel et méthode, moi j'ai utilisé l'analyse démographique, ça veut dire que j'ai suivi la croissance démographique et la pyramide des âges pour voir la différence entre
différence des causes majeures d'hospitalisation des femmes fertiles, le risque relatif, pour faire la comparaison entre les femmes italiennes et non italiennes. Et la population étudiée était formée par les femmes de l'âge fertile, migrants italiens en Lombardie. Et on se connaît bien, l'âge fertile, c'est à partir de 15 ans jusqu'à 49 ans. J'ai utilisé la classification internationale des maladies, 9e révision, modification clinique, et comme source de données, nous avons utilisé l'Institut national, les documents de l'Institut national de statistiques et le Big Database du ministère italien de santé, où il y a toutes les hospitalisations du pays. La population étrangère en Italie, j'ai fait la pyramide d'âge. On voit la différence entre les femmes et les hommes. Et la différence, on voit aussi dans le pourcentage des enfants qui ont moins de 9 ans. Et aussi, on voit la population active qui se trouve là-bas. La population qui a plus de 24 jusqu'à 50 ans par génération. La tendance de la population étrangère en Lombardie, ça c'est aussi intéressant parce qu'on voit depuis 2004 jusqu'à 2018 le nombre des immigrants. Ils ont eu un pic, mais la tendance est assez linéaire. Concernant la distribution de la population étrangère au pays d'origine, en Lombardie, on voit que c'est la Roumanie qui a 14%, Maroc 8,8%, et après ça, c'est l'Albanie, l'Égypte, l'Ukraine, l'Équateur, l'India et l'Égypte. Accès aux soins de santé au niveau de la Lombardie. Pour les femmes migrantes non enregistrées dans le système national de santé, les services de santé garantis sont protection de grossesse et de maternité, la protection de la santé des enfants, vaccination selon la loi autorisée par la région, prophylaxie internationale et prophylaxie diagnostique et prévision des maladies infectieuses. Et aussi les services de santé et de garantie en urgence. Ici, j'ai fait avec mes collègues une analyse concernant les causes majeures d'hospitalisation des femmes de l'âge fertile résidant en Lombardie. Et on a fait la comparaison entre les femmes italiennes et les femmes non italiennes. Et on a calculé le risque relatif en usant le test Zeta pour la probabilité moins de 0,04. Ici, on voit le risque relatif concernant le rapport entre les risques des femmes non italiennes avec les femmes italiennes. Les causes d'hospitalisation des femmes de l'âge fertile en Italie, en Lombardie, les femmes italiennes, on voit que le pourcentage des complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerperio est 37%, les maladies du système génito-urinaire 17%, néoplasme 9%, maladies du système digestif 6%. Et les femmes non italiennes, on voit que les complications de la grossesse est 64%, la plus grande, et les maladies du système génito-urinaire 10%, néoplasme 4%, et le système digestif 5%. Donc on a fait la comparaison avec les
maladies qui touchent les causes qui touchent les femmes italiennes. En conclusion, le Service national de santé en Italie offre la couverture de santé universelle pour tous les citoyens et accès à un palette de services larges. Les citoyens ont le choix libre de médecins de famille. Et en Lombardie, les femmes migrantes non italiennes, comparées à l'italien à l'âge fertile, sont plus risques d'hospitalisation pour les causes suivantes: complications à la grossesse, de l'accouchement et de la puerpérange, maladies infectieuses et parasitaires, troubles du système digestif, blessures et intoxications. Pour les femmes migrantes sans document, les services de santé garantis sont la protection de la grossesse et de la maternité, les vaccinations autorisées par la région de Lombardie, la prophylaxie au niveau international, la prophylaxie des traitements des maladies infectieuses et aussi l'urgence. L'urgence est toujours garantie pour tout le monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Sopa. Et vous avez fait le point sur l'expérience italienne, notamment dans la région de Lombardie, en termes d'accès des femmes, aussi bien migrantes que des femmes italiennes aux soins. Vous avez aussi parlé des limites d'accès des femmes migrantes, la classification des populations migrantes et non migrantes en Italie, une population migrante qui représente plus de 5 millions de migrants. Et aussi, vous avez mis le point sur les taux de fertilité qui sont différents entre les femmes italiennes et les femmes non italiennes. Et vous avez aussi parlé de la population étrangère par pays avant de s'étaler sur les questions ou bien les services garantis par le système italien, les causes d'hospitalisation et les risques d'hospitalisation, notamment pour les femmes migrantes en Lombardie. Merci beaucoup, Madame Popa. Merci à toutes les intervenantes. Et on ouvre la liste pour le débat. Merci. Et en fait, vous parlez tout à l'heure du suicide, que la négociation avait jugé qu'un suicide qui avait lieu à domicile pouvait être assimilé à un accident du travail. En fait, c'était pour dire que c'était une position de la Cour de cassation qui avait été, par la doctrine, assez critiquée, parce qu'en fait, un suicide, c'est pas un accident. Mais là, je dirais, les juges, la plus haute cour de justice française, on ne pouvait pas aller au-delà, sauf aller devant la CEDH, mais c'était assez critiquable d'un point de vue juridique, parce que c'était une décision, je dirais, humaine, si vous voulez, sur le fondement humain, mais d'un point de vue juridique, ça désincarne la notion d'accident du travail. Voilà, donc c'était... D'autres questions? Si vous voulez, on prend quelques intervenants avant de... Oui, ça va? On ouvre une liste après. Ousmani, Fatema Ousmani, Association des sages-femmes Maroc. Ah, donc, ma question pour Madame Viola Popa. Donc, c'est très intéressant ce que vous avez fait comme étude. Donc, vous avez fait ressortir un risque relatif de 2. Donc, le risque il est multiplié par 2 par rapport à donc, les migrantes, par rapport
aux citoyens et aux femmes italiennes. Donc je veux savoir, surtout parce que je suis sage-femme, je suis très intéressée aux complications de la grossesse. Je veux savoir, est-ce que vous avez la suite de l'étude, est-ce que vous êtes penché sur les causes d'avoir ce taux, par exemple. Est-ce que sur ces femmes migrantes, est-ce que vous êtes penché sur les causes qui ont favorisé ce taux? Merci. D'autres intervenants? Alors, je m'appelle Louis Abrafol, je suis un étudiant ici. Alors, ma question c'est pour Madame la professeure Nadir Bouchra. Comment on peut qualifier le retard des salaires comme comme vous avez dit, juridiquement? Comment ça? Si vous avez compris la question. D'autres intervenants? On répond à les trois premières questions avant de dire quel est le besoin. Je vous remercie d'abord pour ces questions pertinentes parce que vraiment ce sont des décisions originales rendues par la Cour de cassation française. Alors, c'est pas bien hasard que les juges de cassation ont qualifié cette maladie, cette dépression comme accident de travail. C'est-à-dire, on n'applique pas les règles pour les maladies non professionnelles, mais on applique les règles pour accident de travail et maladies professionnelles parce que c'est plus protectrice pour le salarié. Le juge n'a rendu ici la décision qu'après avoir rassemblé toutes les données. C'est suite à une évaluation annuelle. Il s'est avéré l'employeur fait une évaluation annuelle sur son entreprise pour l'ensemble des salariés. Alors, en rapport, et c'est tout le monde est impliqué. Le comité d'hygiène et sécurité, la médecine du travail, les inspecteurs. Donc, ils font chez eux, en France, on fait une évaluation annuelle pour chaque salarié au niveau de la santé mentale. Donc, il s'est avéré que cette personne souffrait vraiment d'une maladie mentale, même si suite à une évaluation annuelle, même s'il est arrivé comme ça, c'est-à-dire on a dit pour dépression soudaine, et on sait que la dépression s'étale sur le temps, et malgré ça, et c'est ça l'originalité, et malgré ça, la Cour de cassation a assimilé cet incident comme accident de travail. Parce que en France, les agissements délictueux mentaux, c'est-à-dire le harcèlement moral, est bien sanctionné par la législation française. Donc c'est pas du vide que la cassation a rendu c'est vrai que ça fait une jurisprudence originale, mais c'est pas du vide. Donc il y a les textes qui l'expriment. On considère que la dépression, ça a été un choc, parce qu'elle a été soudaine, un accident. Et dans la pathologie juridique, c'est une maladie. Sauf qu'on ne peut pas utiliser la pathologie juridique. Pardon, parce que, par exemple, en Maroc, on a éliminé le mot soudaineté dans la définition de l'accident de travail. Parce que la loi est encore récente, elle est entrée en vigueur en 2015, donc on s'est inspiré de la jurisprudence française. Par contre, le texte français, il garde encore ce caractère soudain dans l'accident de travail. Donc peut-être, mais la jurisprudence française ne sait pas, appliquer à la lettre la définition donnée par le législateur. C'est cela qu'il a dit, même dans son juriste, il a dit le caractère soudain
Soudan a été reconnu en Est, c'est-à-dire... On a décidé la danse. Voilà. Oui, non, mais vous savez, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on veut indemniser, on veut faire un peu social pour le salarié parce que pour l'indemnisation, on fait des actes à la Donc le juge social français est protecteur, voilà. Donc il a une vision protectrice. C'est un peu éloigné du numérique sur les éditeurs. Pour ce qui est de la deuxième question... Harcèlement. Comment qualifier juridiquement le retard du salaire comme un harcèlement? D'abord, c'est pas la loi, c'est une décision rendue par la jurisprudence de la Cour de cassation française, puisqu'ils ont déjà des textes qui répriment les agissements qui relèvent de l'harcèlement moral, mais c'est la jurisprudence qui va illustrer les faits. Donc la jurisprudence la Cour de cassation a illustré cet exemple et il a qualifié le retard du paiement de salaire comme un harcèlement moral, mais il a bien précisé à la fin. Donc, compte tenu de la situation et des données pour chaque cas, ce n'est pas généralisé. Donc, si on sait qu'il y a vraiment des raisons sérieuses pour ce paiement qui est retard, donc on ne dit pas qu'il s'agit d'un harcèlement moral. Mais il s'agit d'un harcèlement moral si vraiment il n'y a aucun problème, mais sorte de pression, ce que ça ne va pas lui payer comme ses autres collègues. Donc ça peut. Donc il y a, et je vous invite à lire plusieurs sur le net, vous pouvez voir des exemples extraordinaires d'illustration des actes qui peuvent être constitutifs d'harcèlement moral par la jurisprudence française. Donc le juge qui va décider de la fin. Vous avez une autre question? Une autre question? Merci. Donc on parle de Je dois répondre sur les facteurs de risque qui favorisent le taux de risque relatif de 2,4 concernant les complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerperie. On peut dire que les facteurs qui influencent ce risque relatif sont des facteurs sociaux, culturels, économiques et géographiques. Ça veut dire qu'il y a des différentes approches sur le système de santé, par exemple. Il n'est pas bien connu par les femmes migrantes, elles ne sont pas bien informées, elles ne sont pas bien prises en charge parce que les femmes qui ont de la vie, elles cherchent du travail, elles cherchent des habitations, elles ne cherchent pas, elles ne s'en vont pas tout de suite à l'autorité locale pour savoir, pour avoir des connaissances sur le système de santé, sur les règles au niveau communautaire. Donc, ça prend un peu de temps. Et aussi au niveau des hôpitaux, aussi au niveau des écoles. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant au niveau de l'Italie, il y a les consultori familiari, si chiama. Donc c'est le conseil familial où les femmes migrantes peuvent aller là-bas tout de suite pour s'informer. Elles sont prises en charge, à l'évidence, pas avec la police, pas avec la préfecture. Donc c'est une base de données concernant les femmes migrantes, mais au niveau local, pour aider les femmes migrantes qui arrivent, aussi les familles. Parce qu'il s'agit des enfants, il s'agit des écoles, il s'agit de prise en charge concernant pas seulement la santé, aussi concernant la justice. Donc, il y a un commencement de prise en charge sur ça. Au niveau économique, vous avez vu, si elles n'ont pas de documents, elles ne sont pas bien informées, elles ont peur, quand il s'agit d'une consultation, qu'elles doivent payer la consultation. Donc c'est
ne sont pas bien informées. C'est ça mon avis. Du point de vue culturel, les femmes italiennes, quand elles se rencontrent ensemble, elles s'en vont tout de suite dans des hôpitaux parce qu'il y a un protocole de prise en charge. Elles suivent, une femme italienne, elle suivit le protocole. Elle sait bien qu'on doit faire l'échographie, toutes les choses. Les femmes migrantes, elles ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir, c'est le rôle de la communauté. Elle est vraiment très important quand il s'agit de leaders de la communauté. Ils sont informés sur leurs besoins. Et après ça, il s'agit aussi de grossesse des enfants non désirés. Il s'agit de grossesses pas vraiment désirées. Donc, parfois, elles se cachent. Voilà. Mais ça, c'est pas pour la première génération. Parce qu'après ça, elles s'informent et s'adaptent aux besoins. Merci beaucoup, Madame Bourgoin. Question à Madame Stéphanie. Donc tout à l'heure, vous avez